Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, vendredi 6 décembre 2019, avec les psychanalystes et membres du Paris de Lacan, Marie-Jean Sauret et Pierre Bruno, autour de la parution chez RS de leur ouvrage « La différence freudienne ». Bonne écoute. What is Bonsoir tout le monde, donc je suis Elisabeth Rigal, psychanalyste à Colomiers. Alors j'accueille ce soir Marie-Jean Sauret qui va être tout seul parce que Pierre Bruno a été relativement retenu par les grèves. Hein. Il sera... Bon, alors Marie-Jean me double déjà, donc Pierre sera là de même par Skype. On s'est arrangé grâce à Abel Guillen pour que sa conférence puisse être retransmise en vision. Voilà, alors donc, bon, je ne sais pas, il faut que je vous présente Marie-Jean ou ça fait plus court. Donc ils ont été tous les deux enseignants à l'université Toulouse-Le Mirail. Hein. Puis Pierre est parti enseigner à Paris 8. Et Marie-Jean continue son activité auprès du laboratoire à l'université. Le laboratoire qui s'appelle comment parce que ça, je n'ai pas retenu, qui s'appelle Clinique psychanalytique du sujet et du lien social. Bon, c'est un axe du labo, mais ils ont mis qu'un axe. Donc, bon, voilà. Alors, l'ouvrage que je vous présente ce soir, avec l'aide de Marie-Jean, qui va soutenir tout ce travail, c'est La différence freudienne, qui est un titre important. Ah oui, quand même, j'ai oublié quelque chose. C'est que Pierre a envoyé un mail pour s'excuser de son absence. Et ce mail, je vais vous le lire en deux parties. Alors, il dit la grève est pour moi un oxymore. Elle me réjouit puisque je partage absolument son enjeu et me contrarie parce qu'elle me prive de ma présence à Toulouse. Je fais confiance à Elisabeth Rigal et à Marie-Jean Sauret pour vous inviter à lire ce livre dont le titre, La différence freudienne, est le sésame. Voilà, donc voilà pour le titre. Alors, cet ouvrage, c'est une réédition d'un séminaire 2002-2003 paru sous le titre Problèmes de psychanalyse, symptômes et savoir, édition APGL, et un deuxième séminaire 2003-2004 qui s'appelait Une autre psychanalyse. Alors, la question, c'est qu'il y a quand même quelques années, c'est pourquoi est-ce que cette insistance, finalement, à remettre à notre portée tout ce travail. D'autant que vous avez sorti un certain nombre d'autres ouvrages depuis. Et alors, pourquoi celui-là mais il me semble que cette réédition est aussi une forme de relecture du séminaire. C'est-à-dire que quand on fait un séminaire, on est pris dedans. Et surtout celui-là fonctionnait un peu sur la logique de l'escalier où il y en a un qui démarre, puis l'autre monte une marche supplémentaire à partir de ce qu'il a entendu. Il y a un certain nombre d'autres personnes qui sont intervenues dans ce séminaire, qui sont Jessie de Vimeux, Yamina Guéloué, Pascal Macari et Dimitri Sakellariou. Et donc, chaque fois, il y a un système où on appelle une forme d'appel à l'autre, finalement. Et c'est pour ça aussi que je parle de relecture. Alors, je ne sais pas, Marie-Jean, peut-être que tu veux dire quelque chose de ça déjà ? J'essaie de faire court, hein. Tu m'as dit que c'était long, mon truc. Tu vas me faire rigoler, ceux qui me connaissent, parce que côté court, bon.
Je suis pas très doué non plus. Ce qui fait qu'on l'a réédité, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que, d'une façon ou d'une autre, on s'y référait. Et que nous-mêmes, c'est-à-dire on allait rechercher des choses qu'on avait croisées à un certain moment donné. Ça, c'est un élément. Et qu'il y a dedans l'une ou l'autre thèse, on aura l'occasion d'en parler, puisque Pierre fait allusion à une, qui paraissent comme des éclairés par leur... je ne sais pas comment dire ça, qui nous ont saisis pour rendre compte de ce qui fait que la psychanalyse est toujours autre à elle-même, pour faire allusion à la différence freudienne. Ce titre, on avait initialement... la première publication a été faite sous l'intitulé « Une autre psychanalyse » qui était l'un des 2 séminaires. Et je crois que c'est Marie-Françoise Sacré-Speyre, la directrice d'ERES. Au passage, je crois qu'il faut remercier les éditions ERES du travail qu'ils font. Hein. Bon, ferme la parenthèse. Et Ombre Blanche de nous accueillir. Bon, accueillir. Et... mais elle nous a dit c'est un titre un peu plat. Et peut-être c'est un peu plat. Dire une autre psychanalyse, il faut expliquer. Et donc, du coup, c'est la différence freudienne qui est venue, comme, on y reviendra, mais comme nommant cette espèce de différence de la psychanalyse avec elle-même à chaque fois. Ça règle un peu la question qui préoccupe, dont on va parler, mais de l'invention. Comment la psychanalyse se réinvente-t-elle? Mais si elle ne se réinvente pas, il n'y a pas de psychanalyse. Bon, ça c'est un élément. Et après, je vais parler un peu pour moi, mais il y a aussi la nostalgie de ce séminaire. Parce que le fait de travailler régulièrement à 3, parce que quand même, on arrivait à faire ça. À la fin, c'était 1 fois par mois, mais il y a eu des moments, ça a pu être 2 fois, ce qui suppose qu'on est toujours dans une sorte de tension qui faisait qu'on appelait les collègues qui pouvaient intervenir, parce que ça soulage de devoir s'expliquer sans arrêt. Bon, c'est pas très bien. Voilà. Et c'est une chose, moi, à laquelle je pensais, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas à qui je disais ça, mais peut-être à toi, que j'aurais bien repris un séminaire, ici à Toulouse, mais que vraiment, c'est impensable pour moi de faire tout seul. À partir de cette expérience-là, bon, on peut revenir en quoi elle est particulière, mais de ce travail à plusieurs, quoi. Bon. Alors, je ferai plus court après. Et non, c'est moi qui dois faire court. Bon, alors, donc, vous voyez, il y a la question de l'altérité déjà qui se pose. Donc, il y a 2 postulats dans ce séminaire qui sont annoncés dans le liminaire. C'est la différence, c'est l'altérité que vous posez freudienne. Avec quelques titres, vous dites au pluriel, quelques titres concrets. Ça c'est un peu compliqué parce qu'on les repère pas bien, mais peut-être que chacun peut y trouver les siens finalement dans le séminaire. Alors pas par pure fantaisie, mais parce que aussi dans ce travail de lecture, on construit finalement chacun notre savoir. Cette fonction de l'altérité, elle est de se démarquer, vous le dites, de sillons épistémiques tellement labourés qui sont devenus fondrières comme de doctrinaux rebattus et périmés. Donc il y a cette question quand même de reposer les choses, finalement de réinventer la psychanalyse, même si ça paraît des fois un peu prétentieux dit comme ça, mais bon, je crois que tu viens d'en éclairer quelque chose, Marie-Jean. Alors donc moi j'ai essayé d'attraper un fil dont je vous ferai part à partir de là. Le deuxième postulat que vous posez, c'est que à partir de ce travail de construction, c'est qu'une analyse n'est pas sans fin. Ce qui était la préoccupation de Freud confronté au roc de la castration.
Et conforme à Lacan, qu'il a théorisé à partir de la jouissance féminine, c'est-à-dire que tout n'est pas pris dans la castration, vous soutenez qu'une psychanalyse peut trouver une conclusion, mais pas n'importe laquelle, peut-être. Ou pas dans n'importe quelle forme. Alors, cette conception de l'altérité donc oriente la conclusion de la cure et du coup, la conception de la psychanalyse elle-même. Alors, vous relevez à plusieurs reprises des désaccords théoriques importants, me semble-t-il, qui devraient permettre de faire ce que les psychanalystes font peu, débattre de la théorie de façon contradictoire. C'est un autre versant de l'altérité qui concerne les écoles ou les associations de psychanalyse. Tu veux dire quelque chose là ? Il y aurait... Enfin, il y a plein de pistes dans ce que tu soulèves. Des désaccords théoriques importants. Vous savez, l'actualité fait qu'il y a une pétition qui est sortie dans le Nouvel Obs, qui est signée par des psychologues comportementalistes, cognitivistes, des psychiatres, qui demandent tout simplement la suppression de la psychanalyse d'endroits où elle n'est pas. Par exemple, des tribunaux. Bon, il n'y a pas de psychanalyste qui soit expert à ce titre auprès des tribunaux, même s'il y a des psychiatres qui sont experts ou des psychologues qui peuvent à l'occasion s'y référer. Et de l'université, et surtout d'un certain nombre d'institutions de soins. Je ne sais pas si c'est mentionné dans la pétition, auprès d'autistes ou des choses comme ça. Mais en réponse à ça, a été rédigé un rapport qui s'appelle « Ce que la psychanalyse apporte à la société ». Qui est publié par RS aussi, c'est un rapport qui est fait par Landman et Pascal Keller, qui sont venus le présenter d'ailleurs à Ombre Blanche. Mais à dire vrai, je vais le dire après coup, maintenant qu'ils sont passés, je le trouve extrêmement insatisfaisant, parce que les apports sont validés par des tas d'études qui disent, mais sur le plan du soin, sur le plan de l'intérêt, je ne sais pas quoi, pour la schizophrénie, pour l'autisme, etc., des études scientifiques montrent que, en comparant les résultats obtenus par d'autres moyens et ceux obtenus par la psychanalyse, mais c'est tout à fait valide. La seule chose qui me gêne là-dedans, c'est qu'il n'est pas du tout question de psychanalyse. Freud lui-même, à qui on apportait des résultats analogues, je crois qu'il dit ça dans Ma vie à la psychanalyse, ou dans l'analyse profane, je ne sais plus, dit à ceux qui lui amènent des statistiques qui prouvent que ces résultats sont aussi bons que ceux obtenus par les moyens de la science, il dit c'est très bien, mais ça n'a aucun rapport avec la psychanalyse. C'est parce que, voilà, il y a un vrai problème épistémique là, qui est lié à cette question de l'altérité, à savoir que la science, elle poursuit un réel dont on peut rendre compte de façon exhaustive par les moyens de la... Pas en langage mathématique, disons, c'est-à-dire une langue qui ne se parle pas, il faut bien dire, et qui explique, décrit, analyse, administre la preuve, en produisant un savoir absolument certain. Alors que la psychanalyse s'intéresse, on pourrait dire, à tout ce que la science exclut pour se constituer comme science. C'est-à-dire, le savoir n'est objectif que s'il n'y a pas de trace du sujet. Le savoir n'obtient sa valeur générale, c'est-à-dire une loi, elle vaut pour tous les objets du même type dont traite la science, mais à condition qu'on laisse tomber les aspects qui ne valent que pour un, ce qui fait la singularité du sujet. Donc la science, la psychanalyse s'intéresse à la singularité, au sujet de la parole, à bien d'autres choses qui sont exclues, pas seulement par la science, mais par le lien social moderne, informé par la science. C'est-à-dire, alors, la grosse question, c'est ça, c'est cette question de la singularité qui
qui est inattrapable par les moyens du savoir, on pourrait dire, parce que le langage ne fait que représenter. Et vous voyez, vous vous posez la question « qu'est-ce que je suis ?» mais vous ne pouvez vous donner une réponse qu'avec des mots. Et les mots ne font que représenter. Donc les mots ratent le réel du sujet, qui n'est pas le réel de l'individu. L'individu biopsychosocial, dont on peut faire des lois générales, on voit à peu près ce que c'est. Il a des déterminations physiques, sociales, psychologiques. Mais le réel du sujet, si le sujet c'est ce qui parle, c'est quoi ce réel-là? Il est perdu en même temps que la question se pose du fait de parler. Alors il est perdu, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Donc c'est ce réel de l'être du sujet qui fait que le sujet est autre à lui-même. L'altérité, c'est que le sujet est, on pourrait presque dire que son rapport à ce qu'il est de réel, c'est un rapport d'altérité. Au plus intime de lui, il y a de l'extime, comme dit l'autre. Bon. Alors après, cette altérité, elle se décline, elle se rencontre en effet dans toutes les figures de l'altérité. C'est un gros problème anthropologique, au fond, comment on accueille l'altérité. Mais elle se manifeste, par exemple, avec la naissance d'un enfant. Au fond, quand il arrive, c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on le baptise, qu'on l'accueille, qu'on le nomme, et que lui-même accepte de venir se loger avec nous. Mais c'est une figure de l'altérité. Le féminin en tant qu'il met en échec le langage pour dire ce que c'est que le féminin. Bon, je vais très vite, mais le féminin, bien sûr, les étrangers sont des figures de l'altérité. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage que ça touche à des questions politiques, parce que si on n'est pas capable d'accueillir l'altérité là où elle se voit un peu, comment on accueillerait l'altérité du sujet qui, elle, ne se voit pas? Vous voyez, c'est pas simplement par humanisme, c'est que le monde n'est pas le même s'il fait ou non une place à l'altérité. Bon, je n'ose pas continuer, mais... Mais si tu continueras, mais tout à l'heure. Alors, justement, moi, j'avais pris comme un des points le sujet, l'altérité. Alors, c'est vrai que c'est presque un peu étrange de mettre les choses comme ça, parce que souvent on pense le sujet et l'autre, c'est-à-dire il y a une forme de coupure. Mais toi, Marie-Jeanne, tu dis qu'il y a quelque chose qui se construit ensemble, finalement. C'est-à-dire que le sujet et l'autre, le sujet sans l'autre, c'est pas pensable finalement. Hein? Oui, à plusieurs niveaux. D'abord parce que cette altérité, on ne la rencontre que comme un échec du langage, si on peut dire, mais le langage, il nous vient de l'autre. Et on ne rencontre ce trou dans le langage que si on consent à parler. Mais parler, ça a toujours une adresse. Je veux dire, le sujet se constitue dans ce rapport à l'autre. Bon, avec toutes les questions qui viennent derrière, je sais que tu as repéré, où Pierre Bruno fait allusion à une question précise de comment se noue ce rapport à l'autre, sachant que la grande énigme, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'il nous veut. On veut bien qu'il soit, j'anticipe un peu, mais on veut bien qu'il soit à notre disposition parce qu'il nous file les mots, parce que pendant longtemps il s'occupe de nous. Ça, on veut bien qu'il soit à notre disposition, mais on veut pas qu'il jouisse de nous. On ne veut pas être à sa disposition. Donc ça, c'est une des contradictions majeures, de ce rapport-là. Donc il est à la fois social, mais dire qu'il est social, c'est parce que le social, c'est à la fois l'endroit où se nouent les dimensions dont le sujet est fabriqué. Et au fond, c'est le symptôme, qui fait le lien entre le sujet et le lien social, entre le sujet, entre ce qu'il est comme réel et que lui-même ignore, mais qu'il peut loger ou pas dans un social, suivant que le social fait place ou non à la question de l'altérité. Bon. Mais alors, justement, sur cette question du sujet de l'altérité, il y a quand même ce moment où, on pourrait dire, apparaît un sujet.
y a une espèce de parti pris là, il me semble au départ que moi j'ai relevé. Il y a 3 phrases qui m'ont accroché. C'est sur la question du désir. Hein, alors c'est presque un petit peu paradoxal parce que toi par exemple t'en parles pas là, mais moi t'as oublié. Ouais, bon. Donc première phrase, c'est il n'y a de cause qu'après l'émergence du désir. Donc pour Lacan, le désir est premier. Et Pierre Bruno, il traduit ça par le désir anticipe sa cause. Et il questionne d'où vient la confusion habituelle, le mirage, qui consiste à chercher avant l'objet du désir, alors qu'il est derrière le désir. Alors ça, c'est une formulation que moi j'ai trouvée assez forte finalement. Hein, parce que je trouve que c'est pas par hasard que les termes temporels utilisés par Lacan conduisent à un adverbe topologique derrière. Ce lieu est celui où s'inscrit le sujet dans la structure, sa singularité. C'est l'espace qu'il crée pour ne pas être absorbé par l'autre, son côté irréductible peut-être, là où vous précisez que la castration est finalement un épouvantail, qu'il ne s'agit pas du sujet comme exception, mais comme réel. Sujet de ce trou sans bord, auquel seul l'appui sur l'incastrable peut donner non pas accès, mais droit de cité dans le langage. Alors, on va essayer peut-être de se décoller parce que c'est compliqué de passer entre l'écrit et l'oral comme ça. Moi, la façon dont j'ai un peu repéré les choses, c'est que finalement, il y a quelque chose dans cette première inscription du sujet qui va se faire entre un accrochage à l'objet. Alors attention, c'est pas l'objet A. Hein, entre un accrochage à l'objet qui est prélevé dans l'autre et qui va se nouer au signifiant. Et que le désir s'inscrit comme ça, enfin, dans ce nouage-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça et cette question du derrière. Je vais le dire ouais. Peut-être un peu autrement, mais bon, tout à l'heure, je faisais allusion à ça en disant le sujet, c'est ce qui parle. Mais parler, ça consiste à s'emparer du signifiant. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, à s'assujettir le signifiant. Et non pas à être assujetti par lui. Non pas à être parlé. Et d'ailleurs, je suis frappé, c'est quelque chose qui m'est apparu récemment, là, bien après coup, c'est que Lacan ne dit pas un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Mais il dit plusieurs fois, en tout cas plusieurs fois, le signifiant, c'est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. Ce qui veut dire que tous les mots, tous les langages ne sont pas des signifiants. Les signifiants au sens de la linguistique ne sont pas les signifiants au sens de la psychanalyse. Ce qui veut dire qu'on ne devrait parler de signifiants que pour autant que le sujet s'en empare. Mais s'il s'en empare, il fait tout de suite l'épreuve de... Alors je vais le dire d'une façon qui semble contredire ce que tu dis. Il fait tout de suite l'épreuve du fait, ben ouais, ça y est, le réel est perdu. Le réel de ce qu'il est perdu. C'est-à-dire qu'il fait l'épreuve d'une sorte de manque, ce que Freud appelait, lui, l'objet toujours déjà perdu. Et l'effet, on pourrait dire, de parler est enregistré comme Freud, comme étant le désir. Mais le désir a une raison. On pourrait dire, il a une raison, c'est le manque.
est-ce que c'est sa cause? Pas vraiment, parce que... bon, il faut voir d'ailleurs comment Freud le construit. Freud le construit un peu mythiquement, en confrontant, par exemple, il dit ça dans ce qu'on appelle la scène d'insatisfaction, enfin, c'est Lacan qui l'appellerait plutôt comme ça, la scène d'insatisfaction primordiale. C'est-à-dire que le bébé vient de naître, il s'éprouve en pleine détresse, pas tout de suite. Hein. Après, pour celles qui en ont l'expérience, et ceux, il faut attendre quand même quelques temps, parce que pendant quelques temps, ils digèrent le buconium, tout ça, là, bon, ça peut aller un peu bien. Puis tout d'un coup, ça ne va plus du tout. C'est la détresse. Et là, ils crient. Moi, en général, quand on est normalement constitué, on dit « Oh mon chéri, tu cries, tu as faim ». Puis suivant comme on est achalandé, on lui file le sein ou le biberon. Bon, ça le calme. Le seul truc, c'est que ça le calme, mais c'est passé par l'interprétation du cri comme représentant un sujet, comme si comme si, parce que c'est le cas quoi, la deuxième fois, comme si l'enfant s'était emparé du cri comme un signifiant d'appel, de demande au fond. Et la mère, qui a formulé la demande, ou le père, même peu importe, répond, et ça l'apaise. Mais ça l'apaise, d'accord, mais paradoxalement, ça l'interprète comme frustré. Ça interprète sa détresse comme un manque. C'est après coup que la raison, en quelque sorte, surgit. Et on pourrait se dire, mais elle est con, elle a qu'à répondre un peu, pardonnez-moi, elle a qu'à répondre un peu plus tôt. Mais si elle répond un peu plus tôt, de deux choses l'une, où ça n'a strictement aucun effet, parce qu'il n'avait pas faim, et en général d'ailleurs, ça a toujours un effet. Ça aura celui que, lui, eh ben, il va refuser les choses pour créer ce manque nécessaire à la place, pour faire la place au désir. Ou bien ça a un effet d'apaisement, et alors le manque est reporté au temps d'avant. Donc c'est ça le fait que le manque est constitutif. Ça veut dire que le désir, lui, il est... Alors ça rejoint la deuxième partie de ta question, mais le désir, il est intransitif. Il n'est jamais désir de ceci ou de cela. Ça pourrait être un caprice. La question n'est pas qu'est-ce que tu veux faire de ton désir, mais, qu'est-ce que tu veux pour ton désir, mais dans quoi tu vas l'impliquer, dans quoi tu vas l'investir. Ça, tu peux le choisir. Tu peux te faire une cause. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai que le désir pose la question de la cause. Mais il semblerait que la science ait extrait l'idée de cause de la question même du désir. Il n'y a pas de science sans un désir qui la fabrique, sans un sujet qui la fabrique. Hein. Donc l'idée de cause que la science va formaliser, elle est quand même empruntée à ce champ du sujet. Bon, après, pourquoi est-ce qu'on a une pente justement à oublier cette dimension intransitive du désir? Bon, il y a une raison moderne. Il y a quand même une raison moderne, c'est-à-dire que la logique du marché veut nous faire croire que le désir, c'est pas un désir, c'est un besoin. Et qu'on va pouvoir nous donner les objets qui vont nous satisfaire. Et ça suppose que les objets du marché soient contaminés par ce qu'on pourrait appeler par la raison du désir. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi, quand on a un iPhone, on veut toujours celui qui vient après, avant même d'avoir épuisé les fonctionnalités de celui qu'on a. Pourquoi on veut toujours l'autre objet? Mais parce que le désir, c'est le désir. Rien ne le sature. Si on prétend le saturer, en réalité, on rabat le sujet sur la frustration. Mais le désir, ça reste le désir. Alors, c'est une des raisons de la confusion, confondre l'objet manufacturé avec, entre guillemets, l'objet du désir en tant qu'il est sa raison et pas ce qui pourrait le saturer. Et alors, du coup, on a cet enfant qui prélève quelque chose chez l'autre.
qu'il est inscrit avec le signifiant, mais chaque fois, il y a quelque chose qui se négative. C'est ce que vous dites, qui s'inscrit plutôt du côté du manque. Mais là, on est entre le cet plus et le exemple, moins oui, tout oui. le temps. Hein. Oui. Mais oui. Enfin, je ne sais pas s'il faut développer ça, parce que le nouveau-né, comment ça se présente le langage, à dire vrai, c'est déjà présent dans Freud, mais c'est comme ça que Lacan aussi le reprend. C'est que la mère, ou l'autre en tout cas, l'autre du soin, en réalité, il est repéré à côté du berceau par ces alternances de présence-absence. Il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. Et avec ces alternances, le sujet, lui, a un éprouvé de satisfaction, mais de satisfaction qui est toujours marquée du fait qu'il manque toujours quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, quand est-ce que le gamin suce le pouce, suce ses lèvres, va chercher sa doudou, je ne sais pas trop quoi, c'est pas avant d'être repu. Avant d'être repu, s'il peut mordiller, il peut chercher à bouffer n'importe quoi, mais c'est quand il est repu que vous avez ces suçotements de lèvres, suçotements du pouce, etc. C'est-à-dire une quête du plaisir pour le plaisir, du plaisir labial pour le plaisir labial. C'est-à-dire on voit que le désir, c'est donc bien que l'expérience, malgré qu'il y ait de la satisfaction, elle est marquée au coin d'une insatisfaction, qui est nécessaire au désir, enfin qui est constitutive du désir. Bon, après, il est inévitable que les gens qui s'occupent d'un gamin, parce que l'alternance de présence-absence, c'est du symbolique. Au fond, la première rencontre, elle se fait avec un autre symbolique. Parce que présence-absence, c'est constitution de l'ordre. Mais il est immanquable que l'autre va déroger à cette alternance. Il va, soit parce que il n'est pas là, il a d'autres choses à faire, hein, donc il peut rester trop longtemps loin. Et il déroge à ce qu'il est comme symbolique, on va dire qu'il devient réel. Mais il peut devenir réel aussi en étant toujours auprès de l'enfant. C'est-à-dire, il n'y a plus d'alternance. Or, l'enfant, lui, c'est avec l'autre symbolique qu'il a à faire. On comprend, si on n'a pas ça dans la tête, on ne peut pas comprendre que le gamin puisse crier pour que le parent s'en aille. Et quelquefois, ça le vexe tellement qu'il va en rajouter pour rester encore plus près. Non, il faut qu'il s'en aille pour faire un petit peu le trou. Mais ça sortit après ça peut donner une forme à... Par exemple, quand la mère est toujours absente, est absente, se fait réel, mais sur ce mode d'une absence continue, on peut avoir des manifestations du type boulimique. On peut aller par là, c'est-à-dire que c'est l'objet qui a apporté la satisfaction qui devient le signe de son amour. Il prend une valeur symbolique, l'objet. C'est-à-dire qu'on cherche en mangeant beaucoup, sauf que bon, si on se gave, on finira par se faire vomir pour recréer du manque. Bon, là, je saute du nourrisson à l'autre. Et réciproquement, pour quelqu'un qui serait toujours présent, il faudrait se faire anorexique pour refuser l'objet, pour essayer de marquer une absence, enfin un trou, pour essayer de négativer. Alors, est-ce qu'on peut entendre à partir de là que la castration est nécessaire ? Oui, mais la castration, la castration, c'est une des choses qui apparaît d'ailleurs dans ce séminaire. Quand Freud rencontre la castration, à dire vrai, sur un mode imaginaire. Bon, là, il faudrait faire un long détour. Mais c'est-à-dire, la castration, Freud rencontre la castration comme... alors, je ne sais pas comment dire ça. On peut dire que jusqu'à l'invention de la psychanalyse, ou à l'avènement de la psychanalyse, c'est-à-dire jusqu'avant l'avènement de la science moderne, on peut dire que les sujets habitaient le mythe ou habitaient la religion, qui avait une prétention universelle, qui donnait un sens à l'histoire du sujet et qui liait les dimensions dont le sujet était constitué, à savoir l'ordre symbolique, le langage, à savoir
l'imaginaire, le sens, et puis ça coinçait ce petit bout de réel dont le sujet ignore de quoi il est fait, qui est le réel de son être. Bon, ça, on pourrait dire que le mythe est le lieu de la ligature. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'avènement de la science moderne, qui promet un savoir absolument certain, les grands récits, ça c'est du Lyotard, sont en faillite. Mais s'ils sont en faillite, ça veut dire que cette solution, par le mythe, elle est caduque. Et elle est d'autant plus caduque que, à la place du mythe, il faudrait situer l'avènement du discours capitaliste, lequel promet la jouissance. Là où la religion disait « mais si vous souffrez, c'est pour le plan du salut » et donner un sens au manque, finalement, là, le discours capitaliste, il dit « mais non, on vous promet de tout combler ». Et ce sont les sujets qui vont être embarrassés par cet effondrement des solutions traditionnelles qui vont voir Freud. C'est des sujets en panne de religion, j'ai presque envie de dire. Et ce que Freud découvre, c'est les solutions qu'ils inventent pour survivre. Et qu'est-ce qu'ils inventent pour habiter le lien social? Ils inventent une religion privée. La névrose, c'est un mot de Freud, hein. C'est une religion privée, c'est-à-dire à la place de Dieu, le Père, à la place de la grande histoire, le fantasme, à la place de la ligature par le mythe, le symptôme, et pour penser le manque constitutif du désir, la castration. Sauf que, chez Freud, la castration, c'est se heurter à l'impossibilité d'appartenir à deux sexes à la fois, d'avoir deux anatomies à la fois. Donc c'est cette impossibilité qui oblige le sujet à s'orienter vers son sexe. Bon, c'est un peu plus complexe chez Freud, parce que déjà chez Freud, il y a l'idée que il n'y a pas la métaphore paternelle, mais c'est ce que Lacan va faire. Lacan, il va... Donc Freud, lui, pense que chaque sujet va buter sur cette question de la castration avec son génie propre. Les gens qui choisissent le côté féminin, eh bien, ça va être une protestation virile. On veut ce qu'on n'a pas. Pas protestation virile. Je dis n'importe quoi, là. Pénis neide. Comme protestation virile, on doit faire mieux. C'est envie de pénis. Il le dit comme ça. Et puis, par contre, pour le côté masculin, on s'y cogne comme protestation virile. Alors même que toutes ces histoires de pipi coupé, de pénis coupé, enfin, il fallait dire petit ange, tout ça, c'est... Bon, on se dit, mais c'est saugrenu. Et donc, par rapport à ça, Lacan va faire un pas. D'abord, il va passer de cette castration imaginaire à la castration comme une opération symbolique, c'est-à-dire qui permet de symboliser l'impossible. Mais ce qui est impossible, c'est un soulagement. On n'est pas impuissant à franchir ça. Et en déplaçant la dimension d'infranchissable depuis la castration symbolique, depuis la castration au sens de Freud, à l'impossible du rapport sexuel. Il y a quand même quelque chose, c'est que dans la rencontre sexuelle, on ne rencontre pas chez l'autre le complément qui dirait ce qu'on est. Bon, là, il n'y a rien à faire. Le réel de ce qu'on est continue à échapper à l'un et l'autre sexe. Donc là, il y a un impossible par rapport auquel chaque sujet doit prendre position, doit inventer sa solution. Donc la fin de l'analyse a complètement changé de quelque chose qui était imaginaire avec Freud. D'ailleurs, Freud, dans l'article où il dit ça, qui s'appelle Analyse finie, analyse infinie, enfin, je ne sais pas quel est le titre de... Bon, analyse avec fin, analyse sans fin. Et ça se termine sur un paragraphe où il dit que dans quelques cas, mais on ne sait pas pourquoi, les sujets franchissent ça. Donc Freud a quand même l'idée, au moins il le dit d'une phrase, que cette butée qu'il croit repérer dans toutes ses analyses... alors moi, ça me pose une question de fond, ça. Ça veut dire quand même que Freud, c'est quelqu'un
on comprend que Lacan, il peut lui reprocher, d'un certain point de vue, qui a reçu des gens pour sauver le père, pour remettre de l'Oedipe, et au fond, pour leur permettre de vivre avec cette religion privée. Mais ça a l'air de vouloir dire aussi que si pour franchir la castration, il faut un analyste. Il faut que quelqu'un s'explique avec ça et veuille aller jusqu'au bout de ce processus. Ce qui veut dire que cette opération de la castration, c'est pas si commun que ça, d'un certain point de vue. S'il faut une psychanalyse pour l'accoucher. Oui. Et alors, quand même, il me semble que vous, il y a un enjeu que vous mettez en avant. C'est-à-dire que l'enjeu d'une analyse, c'est pas d'obtenir la castration. C'est plutôt de basculer sur le versant de la jouissance féminine. Et ça, vous l'introduisez, si j'ai bien compris, à partir de la question du symptôme. Alors, il y a cette histoire du symptôme. D'ailleurs, Pierre Bruno, il a une mention par rapport à ça. La deuxième partie du mail que je vais lire. Il dit pour ma part, je vais m'en tenir à attirer votre attention parmi 1000 autres points de vue possibles sur 2 points. Le premier concerne la diagonale du symptôme, dont je pense qu'elle a déjà fait, j'en ai eu plusieurs témoignages, son chemin. Alors cette diagonale du symptôme pose directement la question de la jouissance, où le sujet veut jouir de... c'est même pas veut, l'expression c'est pas veut, s'arrange pour jouir de l'autre, mais il s'arrange pour que l'autre ne jouisse pas de lui. Et donc c'est Pierre qui construit un rectangle par rapport à ça avec une diagonale qui est la résistance. Donc on a une ossature là du symptôme, et avec quelque chose qui vise la jouissance, versant pas tout à un moment, enfin quelque chose qui a visé au-delà du symptôme classique pour obtenir une jouissance côté pas tout. Je dirais ça comme ça. Bon. Ça n'a pas l'air de t'aller très bien, mais bon, ça fait rien. Tu rectifieras. Alors, donc, second point que Pierre soulève, il dit que c'est plus discret. Il dit c'est le signifiant « et moi ». Et-moi, qui anticipe sur une question qui est aujourd'hui pour moi centrale et que je traiterai demain après-midi, salle du Sénéchal, en visioconférence, grâce à Skype. La question donc, la récusation de l'identification primaire est-elle une condition de la fin satisfaisante d'une analyse? Autrement dit, que serais-je sans moi? Bon. Voilà. Mais... Alors, ça fait beaucoup peut-être d'un coup. Oui, ça. Bon, quand on dit symptômes, évidemment, on pense d'abord à cette manifestation de l'inconscient, à ce quelque chose qui ne cesse pas de se manifester, mais sur un mode dont on a à souffrir. Évidemment, bon, c'est vrai que ces symptômes, si on adopte une perspective scientifique, on essaye d'en faire les signes d'une pathologie. Et dans une certaine conception de la psychanalyse, on pense que la visée, c'est de l'éradiquer, supprimer le symptôme. Or, ce qu'on découvre dans la clinique, mais dont essaye de rendre compte la diagonale, c'est que le symptôme a aussi une fonction. Et cette fonction, elle est à la fois de jonction et de disjonction, c'est-à-dire d'accrochage du sujet à l'autre, et en même temps, la fonction... Enfin, c'est une double fonction de nouer les dimensions dont le sujet est constitué, dont cette dimension de réel qu'il ignore, et d'autre part, de relier cette dimension de réel à l'autre. Il y a quelque chose comme ça.
Dans la question de la diagonale, puisque Pierre Bruno fait un rectangle, il met l'autre d'un côté, le sujet de l'autre, il met la diagonale au milieu, mais cette diagonale a deux lectures, du point de vue du sujet, toujours. Hein. L'autre, on ne sait pas ce qu'il pense, mais c'est l'autre veut jouir de moi. Donc ici, le symptôme, c'est un coup d'arrêt, il marque la séparation, il soutient qu'il n'y a pas de rapport entre lui et l'autre, et en même temps, je veux qu'il soit à ma disposition. Parce que j'ai besoin de lui pour un certain nombre de choses. Bon. Donc il y a comme ça une contradiction interne à la question du symptôme. Mais alors, si on... Donc une analyse, eh ben, c'est vrai qu'il y a une forme d'épure du symptôme, d'épuisement, on pourrait dire, de ce qui le nourrit, jusqu'à ce que... on soit obligé de se reconnaître dans un quelque chose d'immuable qui n'a aucun sens, qui est là et qui seul sait à quel réel ça a affaire. C'est d'où la formule de Pierre Bruno, mais il n'y a que le symptôme qui sait et aucun sujet et aucun autre. Évidemment, ça allège du point de vue de l'analyse puisqu'il n'y a plus à courir derrière un supposé savoir qui interpréterait de sens ce qui nous arrive. Bon. Je ne sais pas comment donner des exemples. J'ai un exemple qui me vient dans la tête, mais il est emprunté à la psychose. Mais peut-être ça peut donner une idée. Il faudrait transposer dans la névrose, ça ne se présente pas pareil. Mais c'est un sujet qui se vivait comme... qui voulait être cathare, qui était un adepte d'Ikhénaton, ou d'Akhénaton, je ne sais pas comment on dit, mais dans l'article, je crois qu'il disait Ikhénaton. Donc il voulait être absolument pur et tout, et il avait une vie absolument ascétique, sauf qu'il y a une chose qu'il n'arrivait pas à éliminer, c'est que quand même il continuait à déféquer. Et finalement, les fesses sont devenues le plus réel de ce qu'il était, puisque c'était la seule chose sur laquelle il n'avait aucune prise. C'est à la fois étranger à lui, quelque chose dont il ne voulait pas. Bon, autrement dit, il a fini par s'identifier. Alors, évidemment, là, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on rangerait dans les catégories de l'objet. Mais on peut deviner ce processus d'épuration qui fait que, sauf que lui n'a pas de symptômes pour indexer ça, si je puis dire. Lui, il a choisi de se défenestrer en pensant que si quelqu'un nettoyait le trottoir, eh bien, le monde serait plus propre après puisqu'il l'aurait débarrassé d'une merde. Ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a rencontré entre-temps quelqu'un qui lui a permis de construire un rapport avec cette chose sale. Bon, ça c'est dans la psychose. Alors, simplement, on voit bien que ça a à voir avec une jouissance inattrapable par les moyens du signifiant et une jouissance qui ne cesse pas d'essayer de se faire représenter. On peut dire que le phallus, c'est ce qu'on appelle le phallus de la psychanalyse, et c'est déjà présent chez Freud, parce que Freud ne fait pas du phallus le pénis. Par exemple, il n'y a qu'à lire simplement l'intitulé d'un article qui s'appelle « De quelques conséquences psychologiques de la différence entre les sexes ». Donc le phallus, c'est le nom de la sexualité à partir du moment où il y a deux anatomies. C'est vrai qu'après, les hommes ont une pente à croire qu'ils l'ont et les femmes d'en être privées. Mais c'est déjà une interprétation de névrosée, si je puis dire. Donc le phallus, ça va devenir le signifiant de ce qui, de la jouissance, essaye de trouver un moyen de parvenir jusqu'au langage. C'est ce qui se passe quand on fait le lapsus. On a cette expérience quand on parle, tout d'un coup il y a une irruption, on veut dire texte et on dit sexe, mais c'est pas parce qu'on pensait au sexe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut se dire ni avec le mot sexe, ni avec le mot texte, qui profite, qui essaye de se faire dire. Mais c'est raté. Il y a quelque chose qui est raté. Alors je dis c'est toujours raté pour donner l'idée qu'il y a quelque chose de la jouissance
qui de toute façon est absolument rebelle au signifiant. C'est pour essayer de glisser que quand même il faudrait aller faire un tour dans une analyse du côté de cette jouissance qui est au-delà de celle que le phallus peut indexer. Bon, je le dis pas très bien, mais... Ouais. Mais alors, justement, moi, j'ai lu cet incastrable-là dont il est question au début de l'ouvrage, du séminaire, comme quelque chose du symptôme est incastrable. Ben oui. Hein? Oui, on peut. Je sais pas. C'est pour ça aussi que je parle de jouissance féminine, c'est-à-dire que quand tu dis il faut passer par une psychanalyse, c'est que effectivement le symptôme on peut s'en plaindre pendant très très longtemps et passer sa vie à ça et à en jouir aussi, puisqu'il y a ce versant-là dans le symptôme, puisqu'on se dérobe à l'autre. Hein. On profite de l'autre et on se dérobe. Donc il y a ce double versant, mais à un moment, quand il y a une psychanalyse, devrait pouvoir permettre d'arriver à une forme de... Alors je ne sais pas s'il faut dire d'épure du symptôme, mais quelque chose où il est un peu... on a enlevé un certain nombre de pelures pour... Oui, Et c'est là où peut-être on peut rejoindre la question du patou, quand même, non ? Ben, il indexe bien le symptôme, ce qui du réel est irréductible, incastrable, comme tu dis, mais irréductible à toute prise signifiante. Mais ceci dit, c'est un symptôme. Donc si c'est un symptôme, il y a bien une marque... signifiante, si je puis dire. Enfin, il y a bien quelque chose, on peut... je ne sais pas trop le dire. Il y a une phrase qui me revient là, à laquelle tout à l'heure je pensais avant de venir ici. C'est les derniers mots du séminaire 11. Dans les derniers mots du séminaire 11, il dit que ce que vise Lacan dit, que ce que vise la psychanalyse, c'est la différence absolue. Mais c'est quoi la différence absolue ? J'y pensais parce que ça évoque, ça consonne avec la différence freudienne. Parce que la différence absolue, quand même, c'est... Et il parle du signifiant primordial qui serait accouché. Et c'est quoi le signifiant primordial ? Donc je me suis imaginé, mon interprétation, que le signifiant primordial, ça pourrait revenir à ce premier signifiant dont le sujet s'est emparé pour se réaliser, primordial. Sauf que le signifiant, c'est pas un signe, c'est pas un insigne, c'est pas un totem, c'est une différence, puisqu'il n'est pas identique à lui-même. Donc il y a quelque chose d'une différence absolue, dont il dit que c'est là que pourrait surgir un amour, il dit, sans limite. Et je me suis dit, mais je ne l'avais jamais lu comme ça. Hein. Tout à l'heure, je me suis dit, mais au fond, est-ce que il ne faut pas entendre un amour sans limite exactement comme il faut entendre le désir sans cause, sans objet non plus qui le sature. C'est-à-dire un amour qui ne serait pas amour d'eux, oui, parce qu'il dit le désir de l'analyste n'est pas un désir pur. Parce qu'un désir pur, c'est un désir. C'est simplement le désir. Et si le désir de l'analyste veut la différence absolue, alors il veut quelque chose. Ça n'est pas un désir pur. Mais, du coup, ça permettrait d'accoucher d'un amour sans limite. C'est quoi ? Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait l'entendre comme un amour qui est détaché d'objets d'amour, mais dont on pourrait se poser la question, et alors, exactement comme on se la poserait pour le désir, qu'est-ce que tu fais de cet amour ? Dans quoi tu investis ton désir ? Avec qui, éventuellement, tu vas faire cette expérience-là. Bon, je ne sais pas, c'est une lecture
un peu saugrenu, mais qui, de mon point de vue, venait dans le fil de cette différence freudienne. Et, peut-être il faudra qu'on... Oui, on va donner la parole à la salle. Moi, je voulais juste signaler que finalement, j'insiste sur cette question de la castration et de la jouissance parce que il y a une phrase là et je conclurai là-dessus, qui m'a vraiment retenue, qui est... la castration n'est pas la condition du désir, puisque le désir, en tant qu'il inclut le renoncement à la jouissance suprême de la mort, est castration. Et quand Pierre dit que quand cette confusion sera levée entre jouissance et castration, la psychanalyse pourra respirer. Ça serait pas le désir, ça pourrait être plein de choses. Peut-être l'angoisse, l'ennui, la mélancolie, la dépression, enfin j'en sais rien. Ça peut être plein d'états où on a le sentiment qu'il y a quelque chose du désir qui fout le camp, ou qui est pas là. Donc que le désir n'est pas la castration. Alors Pierre a l'air de penser qu'il y a une confusion entre la jouissance et la castration, mais ça, en tout cas, chez le névrosé, elle y est. Puisque le névrosé s'imagine que s'il se reconnaît castré, c'est-à-dire en défaut d'une jouissance, c'est que l'autre en jouit. Donc le sujet, évidemment, tant que le sujet va reculer devant la castration pour qu'elle ne serve pas à la jouissance de l'autre, il ne veut pas être joui par l'autre, alors la psychanalyse pourra respirer. J'aurais dit la cure, moi. Du point de vue où je me l'explique, c'est ça mon... S'il y avait Pierre, je lui dirais, mais tu dis la psychanalyse parce que tu as l'air de penser que c'est une confusion qui est partagée pas seulement par les névrosés. Mais c'est vrai que tous les psychanalystes n'ont pas fait de psychanalyse. Sûrement. Bon, je ne sais pas répondre de là, mais je pense qu'il y en a d'autres ici qui ont sûrement des idées. Alors, il y a cette question de la jouissance là, qui reste entière, mais moi je l'entends du côté de la jouissance autre. Tu vois ? Bon, mais voilà. Allez, on passe les... Oui, alors voilà, je l'avais amené, et, parce que j'avais écrit des choses, mais du coup, je me suis trouvée un peu gênée pour aller plus vite. Et donc, un complément qui n'est pas inutile à cet ouvrage, La différence freudienne, c'est celui-là, Phallus et fonctions phalliques, qui a été rédigé par Fabienne Guillen et Pierre Bruno. Et invente à ombre blanche. C'est comme ça qu'il faut dire. Bonne soirée. Vous venez d'entendre à l'instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 6 décembre 2019 avec Marie-Jean Sauret et Pierre Bruno à l'occasion de la parution chez RS de leur ouvrage La différence freudienne. Marie-Jean Sauret est aussi l'auteur des ouvrages Malaise dans le capitalisme, La bataille politique de l'enfant ou encore Du divin au divan avec Pierre Bruno. De son côté, Pierre Bruno a publié de nombreux articles dans des revues et des ouvrages dont Lacan, passeur de Marx, L'invention du symptôme, Une psychanalyse du rébut au rebut et Qu'est-ce que rêver, édité chez RS.